Maintenant, on va aller voir quels sont les principes, quelles sont les principales sources du droit fiscal au Canada. D'accord? Les sources primaires et les sources secondaires. Par ce qu'on appelle par ordre de force juridique. Quelle est la force du premier degré, la force deuxième, et ainsi de suite. On a les textes législatifs et réglementaires. La première force, les documents qui ont la première force juridique, c'est ce qu'on appelle les traités fiscaux internationaux, ou bien les conventions fiscales. Convention fiscale, qu'est-ce qu'elle vise? Il vise, je vous donne un exemple avant de lire la définition. Supposons par exemple, je vais prendre un exemple, je prends par exemple le Maroc, la Libye, le Liban, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Algérie, la Mauritanie, la Chine, etc. Canada, il signe avec ces pays-là des conventions, des ententes, des accords, on appelle des accords internationaux, à propos de certaines questions fiscales. Il y a d'autres questions sociales, économiques. Ce qui nous intéresse, c'est le côté fiscal. On va dire, par exemple, Canada va dire à ces pays-là, écoutez, par exemple, vous avez un Canadien qui travaille chez vous. Un Canadien qui travaille chez vous. Un salarié qui travaille chez vous. Et sur son salaire, il paye des impôts, des retenues. Donc, il y a l'impôt à retenir, il y a les cotisations sociales, etc. Ce revenu gagné, normalement, supposons, il va l'envoyer, il va le rapatrier ici. Il y a une question qui se pose, est-ce qu'il va encore une fois payer l'impôt sur le territoire et le sol canadien? C'est l'entente qui va répondre d'une manière claire et limpide. Si le Canada a signé une entente de ce qu'on appelle la non-imposition, la non-double imposition, là, le Canadien ou la Canadienne, quand il va rapatrier son revenu, il ne va pas payer d'impôt. Encore une fois, ici sur le sol canadien. OK? Je vous donne un exemple. Entre le Maroc et le Canada, il y a une entente qui a été signée et entre en vigueur en 2012. En ce qui concerne les pensions, les retraites, les montants de retraite. Si quelqu'un qui reçoit une pension du Maroc, alors que la pension au Maroc, il y a une retenue sur cette pension-là, s'il va la percevoir ici au Canada, il ne va pas payer parce que dans l'entente, dans l'accord, c'est écrit comme quoi il n'y aura pas de double imposition. D'accord? Par exemple, on va dire, il y a une entente entre la France et le Canada. Si une entreprise canadienne a créé, a implanté une succursale ou bien un centre de points en France, sur la France, ils vont payer de l'impôt sur les sociétés, mais s'il n'y a pas une entente signée entre le Canada et la France, tout ça on va le voir dans la partie entente. Si Canada n'a pas signé d'entente avec la France en ce qui concerne l'évitement de double imposition, ben la compagnie canadienne, même si elle a payé l'impôt en France, elle va le payer ici. Mais s'il y a une entente signée, il ne va pas payer ici le même impôt. Okay? Donc, c'est ça ce qu'on appelle convention visant à éviter l'imposition d'un même revenu qui a été gagné dans plus qu'un pays pour éviter ce qu'on appelle double imposition. Ça, c'est les traités fiscaux. Maintenant, il y a la loi. Ici au Canada, il y a ce qu'on appelle la loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
Donc, c'est la référence. Je vais déposer cette loi sur l'IA. Et on a pour le Québec ce qu'on appelle la loi sur les impôts du Québec. Au fédéral, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Et au Québec, il y a la loi sur les impôts du Québec. Chaque province, il a sa propre loi provinciale. Et la loi provinciale, toujours, elle est élaborée en concertation avec le fédéral, parce qu'il faut toujours se conformer avec le fédéral. Et comme vous le savez, au Canada, il y a un partage de compétences et de pouvoirs. L'article 91, dans la Constitution 1867 et 1982, on précise clairement quels sont les pouvoirs du fédéral, du Canada fédéral, et quels sont les pouvoirs attribués aux provinces. Et il faut toujours, s'il y a un conflit d'intérêts, eh ben c'est la compétence fédérale, c'est le pouvoir fédéral qui prime et qui vient en premier rang. Donc, on a vu les traités fiscaux internationaux. On a les lois, on a deux pour le Québec, il y a la loi sur les impôts du Québec et on a la loi fédérale qui est la loi de l'impôt sur le revenu du Canada. On a les règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et on a aussi les annexes et les règles techniques et on a ce qu'on appelle les jurisprudences. Les jurisprudences, c'est les décisions et les arrêts faits par les cours. Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle les cours inférieurs et les cours supérieurs. OK? Par exemple, comme vous parlez, par exemple au Québec, si vous avez une affaire, ben vous allez au tribunal administratif du Québec. Le TAC, tribunal administratif du Québec, c'est un parajudiciaire. Ce n'est pas un tribunal, mais c'est comme quasiment un petit tribunal. Si vous n'êtes pas content de la décision, par exemple, pour ce qui est, si vos droits de travail, vos droits dans une entreprise ont été bafoués, ben vous pouvez aller chez le tribunal administratif du Québec, de la CNSST. Si vous n'êtes pas content de la décision, ben vous allez à la Cour supérieure du Québec. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez interpeller, vous allez faire un appel auprès de la Cour d'appel du Québec. Si vous n'êtes pas content, ben vous allez à la plus haute cour, qui est la Cour suprême du Canada, la Cour suprême de la CSC. Et c'est la même chose pour le fédéral. Vous allez au tribunal administratif fédéral. Si vous n'êtes pas content, vous allez faire appel à la Cour fédérale du Canada. Vous n'êtes pas content, vous allez à la Cour d'appel du Canada. Sinon, vous allez au top des cours supérieures, qui est la Cour suprême du Canada. D'accord? Donc, les interprétations, les arrêts, contenus dans les arrêts, les jugements des juges, etc., ça consiste ce qu'on appelle une jurisprudence, qui constitue aussi une source des droits fiscal. D'accord? Et surtout ces trois-là. Donc, il y a la Cour canadienne de l'impôt, il y a la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada, qui est la plus haute cour au pays. Les doctrines, les juges ne sont liés par des décisions déjà rendues dans les instances du même niveau et encore plus par celles rendues dans les instances de niveau différent. D'accord? Nous avons les positions, ce qu'on appelle les positions administratives. Par exemple, des bulletins d'interprétation. Chaque ministère, il a des bulletins, il a des instructions, il a des guides, des recueils, etc.,
dans lesquels il va expliquer certaines choses relatives à la loi. Bien sûr, je parle de la fiscalité. Il y a ce qu'on appelle circulaire d'information, qui constitue par des commentaires, des précisions techniques faites et apportées par le ministère du Revenu. Nous avons aussi des décisions anticipées en matière d'impôts, c'est-à-dire une position finale du ministère du Revenu sur une situation réelle d'un contribuable, c'est-à-dire le jugement rendu par un ministère du Revenu constitue aussi une position de cette administration fiscale. Mais cette décision qu'a prise le ministère des Revenus ne concerne pas tout le monde. Ça concerne exclusivement et uniquement le contribuable. D'accord? Ça pourrait être comme une jurisprudence dans d'autres provinces qui va dire, écoutez, parce que vous savez, n'oubliez pas que partout au monde, il y a des juges qui cherchent des décisions dans d'autres pays pour essayer de voir le bon sens de ces décisions et de les aligner dans ces décisions et ces arrêts qu'il va faire devant une affaire portée devant lui dans un tribunal de niveau inférieur ou supérieur. Nous avons aussi une position émise oralement ou par écrit par un fonctionnaire de l'ARC, Agence de Revenu Canada, ou de l'Agence Revenu Québec. Je vous donne des exemples. Parfois, ça m'est arrivé dans certains cas de nos clients ici, on cherche, on ne trouve pas la solution. La réponse n'est pas claire. Qu'est-ce qu'on fait? On va écrire, on va communiquer avec un département qui va pencher sur cette question-là avec plus de détails. Ils vont nous répondre, ces gens-là qui vont étudier le cas. Donc, cette position, cette réponse pour nous, c'est une référence, c'est une source inestimable, une source secondaire inestimable dans le droit fiscal au Canada. Il y a aussi, enfin, la littérature fiscale. Tout ce qui s'écrit dans les magazines, les revues, les émissions visuelles, tout ça, ça constitue ce qu'on appelle la littérature fiscale. Ça aussi, ça constitue une mine inestimable, et très intéressante en ce qui concerne les interprétations, les positions, les explications, etc. Donc, c'est une source qui est secondaire. OK? Est-ce que vous avez des questions à propos de ce qu'on vient de dire, s'il vous plaît?